introduire cette table ronde, je vais demander à Thomas Young, directeur général adjoint Excellence opérationnelle, innovation et achat chez Equans, de venir. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'hydrogène et du stockage d'énergie ? Oui, je peux vous en parler. Le sujet principal qu'on rencontre comme difficulté lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est, tout le monde le sait, l'intermittence. Voilà. Il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps. On a ce problème-là et on a un deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux électriques sont globalement saturés et ils ne sont plus capables tout le temps de pouvoir absorber la production qui est générée par les parcs renouvelables. Et par moment, le réseau n'est pas capable de donner de l'énergie à des clients qui en ont besoin pendant les périodes de pointe. Donc une des manières de résoudre ce problème-là, c'est de stocker l'énergie au moment où elle est produite pour pouvoir la livrer au moment où on a besoin. Et une des techniques disponibles, c'est de stocker cette électricité qui est produite dans des batteries, en général lithium-ion, qu'on stocke dans des gros conteneurs. Et donc là, on a une accélération significative du marché où les grands champs photovoltaïques qui se construisent maintenant avec des parcs de stockage de batteries à côté d'eux. Une autre solution pour stocker l'énergie, c'est de pouvoir stocker cette énergie-là sous forme d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'électricité pour produire de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau. Et après, on peut stocker cet hydrogène dans des cuves. L'avantage, c'est qu'une batterie peut garder de l'électricité pendant quelques jours. L'hydrogène permet de le stocker pendant plus longtemps. La deuxième vertu de l'hydrogène vert, puisque là, on parle d'hydrogène vert, hydrogène qui est produit à partir d'énergie renouvelable, c'est que c'est le seul moyen qui permet de décarboner certains pans de l'industrie. On ne peut pas mettre des pompes à chaleur partout. Et donc, la seule solution qui est disponible pour décarboner des cimenteries, pour décarboner de la métallurgie, c'est l'hydrogène. C'est aussi une des autres solutions qui permet de décarboner les transports. Donc, c'est un sujet dont on vous parlera tout à l'heure. Voilà pour le contexte général. Concernant les dynamiques de marché, sur le stockage de batteries, comme je le disais, aujourd'hui, on voit des champs photovoltaïques qui se construisent avec 100, 200 containers. Le plus grand projet qui a été construit aux États-Unis permet d'alimenter en batterie une ville comme celle de Metz pendant 24 heures. Et cette installation-là va être doublée cette année. Voilà, donc il y a vraiment une dynamique de marché énorme. Et dans les 6 prochaines années, on va devoir installer 4 fois plus de stockage de batteries que ce qu'on a installé jusqu'à présent. Concernant l'hydrogène, bon, c'est l'élément le plus abondant sur la Terre. Malheureusement, pour l'instant, il est encore cher. Il n'y a pas des infrastructures qui sont disponibles pour pouvoir avoir une accélération. Ceci dit, il y a un vrai engouement. Les fabricants d'électrolyseurs construisent des usines. Les commandes d'électrolyseurs augmentent. Et donc, il y a une dynamique de marché poussée par une volonté politique de développer cette énergie-là. Et Caroline vous en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors justement, pour parler d'hydrogène, qui est souvent présenté comme une solution d'avenir, mais en France, il est toujours extrait et produit à 95% à partir d'énergie fossile, mais c'est un paradoxe. Mais chez Equans, on a des solutions. Donc j'invite Caroline Mazzoleni, qui est directrice adjointe hydrogène et Smart Energy chez Equans. Alors Caroline, bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que l'hydrogène bas carbone ? Alors, l'hydrogène bas carbone, c'est, comme le disait Thomas, un hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, c'est un procédé assez simple dans lequel on vient décomposer des molécules d'eau en faisant circuler un courant. Et en fait, l'origine du courant va déterminer finalement l'origine de l'hydrogène, du vecteur énergétique qu'on va obtenir. Et là, je dois dire que vu les enjeux de décarbonation qui sont attendus de l'hydrogène, on doit ne se priver d'aucune source d'énergie, et notamment donc, les énergies renouvelables, ça a été évoqué, éolien, solaire, hydroélectricité, mais aussi bas carbone, et je pense notamment à un atout du territoire français, et notamment l'énergie nucléaire qui permet, en associant toutes ces sources d'énergie, de produire à grande échelle, par électrolyse de l'eau, de l'hydrogène. Et quels sont les usages ? Alors, les usages, ils sont assez nombreux et je vais essayer de les décrire sommairement par priorité. L'usage le plus, on va dire, pour lequel il y a le plus d'attentes, c'est l'industrie. Il y a des secteurs de l'industrie dans lesquels l'hydrogène est utilisé dans le procédé. Je pense notamment à la production d'acier bas carbone, la production d'engrais, le traitement de la désulfuration dans les raffineries. Tous ces pans de l'industrie utilisent de l'hydrogène, aujourd'hui essentiellement carboné.
Et on a vraiment la volonté de substituer cet hydrogène fossile par de l'hydrogène bas carbone. Le deuxième usage est l'usage des molécules de synthèse. Et là, on va venir combiner l'hydrogène avec d'autres éléments. L'exemple que je donnerai, c'est par exemple la combinaison de CO2 avec de l'hydrogène pour en faire soit du méthane de synthèse ou du e-méthanol qui sont utilisés comme des engrais synthétiques, ou alors des carburants de synthèse qui, eux, ciblent plutôt des domaines de la mobilité pour lesquels l'hydrogène gazeux ne fait pas sens, et je pense plutôt à la partie maritime ou à l'aviation. Le troisième usage identifié, c'est la mobilité terrestre. Là, on parle plutôt de mobilité lourde, et on va venir transformer les flottes de véhicules pour venir en complément des véhicules électriques avec des véhicules toujours à motorisation électrique, mais dont la source d'alimentation est l'hydrogène. Donc là, on a un hydrogène gazeux qui alimente une pile qui elle-même vient alimenter un moteur électrique. Et là, on cible des usages avec une forte autonomie, ou alors des usages avec un besoin de puissance important, des véhicules lourds pour la collecte des déchets, pour le transport de personnes, pour les engins de chantier. Et puis, dernière priorité, qui est importante aussi, on joue avec l'intermittence des productions renouvelables et donc le stockage d'énergie. L'hydrogène est un formidable vecteur pour stocker sur le long terme de l'énergie. Donc, on transforme l'électricité qui se stocke un peu plus difficilement, ou en tout cas sur de courte durée et pas sur la longue durée, en hydrogène gazeux, et on le retransforme en fonction des besoins. Vous me direz, là, il y a un enjeu rendement qui est réel, et c'est là qu'on parle d'innovation. Aujourd'hui, le procédé d'électrolyse est un procédé assez historique. Procédé inverse d'une pile, tout le monde le connaît, tout le monde l'a étudié au collège. Mais aujourd'hui, les enjeux, c'est des enjeux d'innovation pour améliorer les rendements, diminuer le besoin en matières premières pour produire l'hydrogène. Et ces enjeux-là, on y travaille pour allier à la fois l'innovation et à la fois la performance opérationnelle, parce que quand on parle d'enjeux industriels, vous l'aurez compris, on peut pas se... on n'a pas le droit à l'erreur, on doit avoir des procédés qui sont fiables et qui permettent de maintenir des process industriels en service pendant tout le temps. Très bien, merci beaucoup. Et justement, en parlant d'usage, vous avez parlé d'industrie, mais là, on va évoquer un autre usage avec Frédéric Priest, qui est responsable commercial chez Colas Rail. Et nous allons voir donc avec vous les stations-service pour les trains à hydrogène, donc quelque chose qui est développé aussi chez Colas. Oui, Grâce. Donc, dans le secteur ferroviaire, l'utilisation de l'hydrogène s'inscrit dans le cadre des politiques énergétiques des grands groupes ferroviaires nationaux, tels que la SNCF en France ou la Deutsche Bahn en Allemagne, visant à améliorer leur performance énergétique et à réduire leur impact environnementaux. Le train hydrogène apparaît à terme comme une solution zéro émission carbone au trafic régional non électrifié. Il pourrait constituer également une alternative au projet d'électrification de certaines lignes et de régénération. Alors que près de 15 opérateurs se sont engagés à se retirer du diesel à l'horizon 2050, les trains à batterie, les trains à hydrogène pourraient représenter jusqu'à 80% de la demande en système sans caténaire en Europe d'ici 2035. Donc en France, 12 rames Regiolis H2 ont été officiellement commandées en mars 2021 auprès d'Alstom pour un déploiement dans 4 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie. Donc à l'heure actuelle, 14 rames ont été officiellement commandées et d'autres régions ont montré leur intérêt pour suivre leur voie. La mise en service commercial de ces trains, de ces rames, est prévue fin 2025, début 2026. Donc chaque région devra disposer de stations d'hydrogène afin d'avitailler ces nouvelles rames. Le groupe Colas a anticipé le déploiement de ces trains Regiolis H2 et donc 2 de ses filiales, Colas Rail et SPAC, développent et proposent depuis la mi-2022 une offre clé en main type EPC de stations de chargement hydrogène vert, grande capacité multi-usage dans le secteur du transport afin de décarboner la mobilité lourde. À l'heure actuelle, 2 appels d'offres ont été lancés pour ces stations d'hydrogène. La SNCF a lancé le premier appel d'offres en novembre 2022 de stations d'hydrogène pour le ravitaillement du train H2 d'Auxerre, donc en Bourgogne-Franche-Comté.
Et le deuxième appel d'offres a été lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en février 2023. Donc le groupement Colas répond à ces deux appels d'offres. Donc l'enjeu technique consiste à proposer une solution permettant d'optimiser le temps de remplissage en hydrogène de ces trains de transport de passagers. Le protocole de remplissage est particulièrement exigeant car il doit donc limiter le temps d'attente de ces trains de voyageurs lors de la phase d'avitaillement. C'est là que vous avez des solutions. D'ailleurs, vous avez récemment gagné un premier contrat dans ce domaine, si j'ai bien compris. Oui, grâce. Donc, nous sommes particulièrement fiers d'annoncer ce premier succès pour le groupe Colas dans le secteur de la mobilité. Colas Rail, donc intégrateur système et mandataire du groupement composé de SPAC et de Colas France, donc a remporté le 31 mars 2023 un contrat en conception-construction clé en main de stations de production d'hydrogène avec une puissance d'électrolyseur de 1,25 MW et de distribution d'hydrogène au profit de Dynamics, donc une filiale du groupe EDF. Il s'agit d'avitailler en hydrogène des bus, des bennes à ordures ménagères et des ampli-rolls. Donc cela permettra à Colas Rail de mieux se positionner dans le cadre des appels d'offres qui ont été lancés dans le secteur ferroviaire de stations d'hydrogène, en montant de la chaîne de valeur en tant qu'intégrateur système. Eh bien, bravo, merci beaucoup. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure avec Thomas Young, la question du stockage d'énergie est essentielle quand on parle d'énergie renouvelable. Et on va parler maintenant de la technologie des batteries avec Eric Groen. Bonjour, hello. So Eric, we're going to speak in English. Je préfère en anglais, oui, c'est ça. You are a managing director at Equans. Can you tell us more about battery energy storage? Yeah, of course. For battery energy storage, so energy storage is essential for a decarbonized world. What we see now happening is, of course, the growth of renewable energy, and we see the constraints of the electricity grid. And what we see now is curtailment. So curtailment is the loss of potential renewable energy. And so energy storage, and specifically battery storage, is one of the potential solutions to avoid that. And experts are already, they have mentioned indeed, currently we have 160 gigawatt of energy storage. And experts are saying, okay, we need to grow that to 700 gigawatt of energy storage till 2030 to reach net zero. So there's a lot of things need to be happening in the coming few years for this. Lots of things are going to happen, as you're saying. But what are these electric batteries used for? Yeah, so there are many benefits for battery storage. I would like to address two. So one is for frequency control. So frequency control is helping stabilizing the grid. And the second one is the one I already mentioned, is avoiding curtailment. So indeed store the energy when it's not needed, and indeed using it when the demand is higher. So currently batteries are 2 to 4 hour batteries, and what is of course very necessary is now that we need to develop batteries for long-term storage. We are of course quite used to that, so hydropower is of course a long-term storage, but we really need to build on that. And one of the challenges for us as Equans is also how do we secure the supply chain, how do we work together, and indeed how do we make also social and environmental impact for that. And I would like to address also 4 items indeed what is essential for battery storage. So for battery storage it's essential to look after the system integration. It's good to look after the grid integration, what is very complex because you need to communicate the battery with the grid. And looking for the operational measuring. And last but not least, it's also looking for the integration with solar. You see more and more solar and storage, what's being integrated. So that's why we decided from Equans just a month ago to launch a specific dedicated business unit for battery storage. Because we're not starting from scratch. We already have commissioned 550 megawatt hour of battery storage. But we're now centralizing that in one team, with one engineering approach, with local execution in different kind of countries, like in the US, like here in France, like in the Netherlands, in the UK. And that is indeed one of our goals to achieve in the coming few years, to accelerate and to reach till 2030 our net zero goals. Thank you very much, Eric. Thank you. Comme on voit, Equans va capitaliser sur son implantation mondiale
pour réussir le défi des batteries. Nous allons maintenant continuer sur le sujet des batteries. En ouvrant le débat sur un autre usage avec Romain Ricli, qui est directeur climat et environnement chez Bouygues Bâtiment International, qui va nous présenter un partenariat que Bouygues Construction a réalisé à Singapour, je crois. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour. On a parlé jusque-là de mobilité. On peut aussi ouvrir un débat connexe qui est celui des ouvrages temporaires et des ouvrages permanents finalement. Un chantier chez Bouygues Construction, c'est temporaire, mais ça peut durer longtemps. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et une connexion au réseau local, si vous voulez, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc on a énormément de problèmes pour approvisionner nos chantiers en énergie pendant ces périodes. Un cas un peu plus extrême, c'est que par exemple à Singapour, les autorités locales interdisent les chantiers de se connecter au réseau, à l'infrastructure locale en high voltage. Donc on n'aura que des low voltage avec, si vous voulez, des puissances relativement faibles qui ne répondent pas aux besoins de nos chantiers. La solution du passé, ça a été pour ces sujets-là d'amener des générateurs sur chantier et de finalement brûler du pétrole pour avoir l'énergie qu'on voulait. Ce qui n'est pas idéal en termes d'émissions de CO2, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas idéal. Bouygues Construction et Bouygues Bâtiment International souhaitent évidemment arrêter ça en alignement avec nos stratégies carbone, qui est de réduire nos énergies fossiles et de les éliminer. Carbone, évidemment, parce que brûler du diesel toute la journée, c'est pas ce qui est le plus clément pour l'environnement, mais aussi émissions de particules, la qualité de l'air au niveau local. Et aussi les pollutions sonores, on en a parlé précédemment. Donc tout ce qui est local communities, la partie des gens qui côtoient nos chantiers sont protégés. La solution qu'on a trouvée, on en a parlé un peu plus tôt, Thomas l'a signalé, ce sont des containers de batterie. Donc finalement c'est une grosse pile qu'on charge pendant la nuit, parce qu'en fait l'énergie on en a. On en a pendant la nuit, on n'en a pas besoin. Et quand la journée on a des pics de consommation, finalement on n'arrive pas à tirer. Donc des grosses batteries qu'on recharge pendant la nuit et qui ensuite permettent d'alimenter le chantier pendant qu'il en a besoin. Et là, il y a des atouts qui sont gigantesques. On l'a fait à Singapour, on est en train aujourd'hui de l'exporter sur Hong Kong, en Australie et sur mon domaine au Royaume-Uni. Les atouts, on l'a dit, c'est carbon emissions qui sont réduits, c'est les polluants et les particules avec la qualité de l'air local. C'est les pollutions sonores, mais aussi en fait on rééquilibre la demande sur l'infrastructure nationale. Donc on sait que ce qui est le plus dur pour l'infrastructure nationale, c'est d'absorber les pics. Nous, on consomme la nuit et on a besoin le jour. Consommer la nuit, ça participe à rééquilibrage de ce réseau national. Consommer la nuit, ça veut aussi dire qu'on va consommer une énergie électrique qui finalement est bas carbone, parce que la nuit l'énergie est plus bas carbone. Consommer la nuit, ça veut aussi dire qu'on va consommer une énergie qui est moins chère. Donc ça permet de participer au business model de ces solutions innovantes et de ces jeunes startups qui développent des projets avec qui on crée des partenariats. Et enfin, ça permet aussi de stocker de l'énergie verte. C'est-à-dire que si on a des panneaux solaires sur nos chantiers, et ben ceux-là, ils vont directement alimenter ce conteneur de batterie et participer à ce verdissement de nos chantiers. Ou si on achète de l'énergie verte à nos fournisseurs d'énergie, et ben on a finalement chez Bouygues Construction des chantiers qui sont très proches du zéro carbone quand on est en train de les délivrer. Merci beaucoup. Je crois que demain, vous allez remettre un prix à cette start-up pour la féliciter de ce projet que vous avez mené ensemble. Exactement. Ce sera à quelle heure ? Ce sera à 14h ici sur ce stand. Il y a un prix qui est remis à cette entreprise qui s'appelle AMPD, AMPT, qui vient de Singapour et qu'aujourd'hui, avec qui on a collaboré et qu'on exporte aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur l'Australie, sur Hong Kong, sur le Royaume-Uni et j'espère davantage en Europe et aussi aux États-Unis, là où on a des activités. Donc demain, vous pourrez les rencontrer si vous le souhaitez. Merci Ils seront beaucoup. là avec nous. Merci, c'est la fin de cette table ronde sur l'hydrogène et le stockage d'énergie. Merci.